Bonjour et bienvenue chez Inconsciente, le podcast qui parle d'hypnose humaniste, ericksonienne, de PNL, de communication non violente et de transgénérationnel. Je m'appelle Pascaline Nogrette, hypnothérapeute à Bordeaux. Passionnée par le corps et l'esprit et les liens entre les deux, je suis très motivée pour partager et simplifier tous ces outils que j'ai découverts toute seule en formation ou dans des bouquins. Aujourd'hui, j'échange avec Claire, hypnothérapeute humaniste près de Lille. Cet échange est centré sur les synchronicités que nous rencontrons dans nos activités professionnelles. Parfois déroutantes pour nous, souvent rassurantes pour nos patients. Nous nous sommes interrogés sur ce qui peut créer ces synchronicités et nous nous sommes penchés sur la conscience. Vous pouvez profiter du chapitrage sur cet épisode si vous l'écoutez sur Ocha ou Apple Podcast. Salut Claire, tu vas Salut bien? Pascaline. Super, et toi? Oui, merci. Je vais te demander de te présenter pour que les auditeurs puissent savoir qui tu es, où tu habites, quelle est ta formation. Alors, donc, je m'appelle Claire Edvard. Je suis près de Lille, sur Comines, à quelques kilomètres, donc très loin de toi, dans le nord. J'ai fait ma formation donc, à l'IFHE, une formation en hypnose humaniste, dans cette belle école. Je l'ai faite l'an dernier, je fête mes 1 an de diplôme, là, en septembre. Et je suis installée depuis le mois de décembre, donc dans ma ville, à Comines. Donc, je me suis formée l'an dernier et avant, j'avais une autre vie, la fameuse vie d'avant. Donc, dans ma vie d'avant, je travaillais dans le textile. C'est aussi ce qui m'a amenée dans le Nord, parce qu'il y a beaucoup d'industrie textile, en fait, historiquement, dans le Nord. Donc, moi, à la base, je suis alsacienne, donc rien à voir. J'ai été, comme dans le film, j'ai été mutée dans le Nord. Et puis, donc, c'était il y a 14 ans. Donc voilà, j'ai évolué dans le textile. J'étais assistante chef de produit, et puis acheteuse, chef de produit. Donc j'ai voyagé, j'ai beaucoup parcouru le monde pour ce métier qui me passionnait. Et puis à la fin, j'ai vraiment atteint ce que j'avais envie de faire dans ce métier-là, c'est-à-dire habiller la femme grande taille. Ça me tenait particulièrement à cœur parce que je trouve qu'il y avait un vrai challenge en fait et un vrai sens du coup à faire ce métier-là pour donner un peu de bonheur d'une autre façon, parce que c'est aussi important de pouvoir s'habiller. C'est quelque chose qu'on entend nous au quotidien, hein, quand on fait maintenant, dans ma vie de maintenant, je l'entends. J'aimerais tellement pouvoir m'habiller. Et donc, c'était ce qui me donnait un sens dans mes dernières années. Il y avait beaucoup de tables rondes, donc j'échangeais beaucoup avec toutes les femmes en surpoids de ma région. Et je trouvais ça vraiment chouette de pouvoir leur donner ça, d'entendre leur écho. Elles nous disaient merci. Enfin, ça avait vraiment un sens, ce que je faisais. Et puis, il y avait vraiment du partage avec toutes ces personnes. Et puis, jusqu'au jour où il n'y en a plus assez, en fait, du sens. Où ça n'a plus suffi à me nourrir. Ça suffit des années. Et puis, il y a un jour où c'était plus assez. Et puis, il y a un jour où les petites gouttes d'eau se sont accumulées. Le vase était plein. Et puis, il y a aussi une idée qui a fait son chemin dans ma tête pendant des années. C'est que ma meilleure amie qui est à Strasbourg, elle est hypnothérapeute depuis 6-7 ans. Elle s'est formée à l'IFHE. Et je pense que cette petite graine, elle a été émise dans ma tête. Et puis, elle a germé. Elle a mis quelques années, elle a germé. Et quand il a fallu trouver ce que j'allais faire, c'était en fait une évidence. Elle m'a même un peu mis le pied à l'étrier. Et puis, donc voilà, ça s'est fait hyper naturellement. J'ai eu aucun doute, C'était même assez déroutant de presque pas se poser de questions, en fait. Et voilà, donc maintenant, qui clairement me passionne et qui n'a plus rien à voir. Et c'est chouette. Ça a été hyper rapide, en fait. En 1 mois, j'étais partie. Où j'ai fait en fait un week-end de découverte. C'est marrant, hein, c'est de fameuses synchronicités. Voici la première. Quand j'ai vraiment décidé de faire ça, une meilleure amie me dit, je sais plus, 2 semaines après, elle me dit, regarde, l'IFHE a mis en place un week-end de découverte d'auto-hypnose humaniste. Et c'était le premier. C'est la première fois qu'il faisait ça. Alors, je me suis dit, ça, évidemment, il faut que j'y aille. Ouais. Donc, j'ai fait ce week-end-là et quand je suis revenue le dimanche soir, j'ai dit, je suis rentrée, j'ai dit, bon, alors en fait, ça me plaît bien, ça commence le 24 janvier. Donc, c'était mi-décembre. Le lendemain, je voyais ma RH et le jour d'après, je le disais à toute mon équipe. Et donc, en 1 mois, j'étais partie. Donc, oui, assez rapide. C'est plus simple, en fait, finalement, parce qu'on ne se pose pas 10 000 questions et si on sent que c'est ça, il faut y aller. Quand tout s'aligne tellement bien, on se dit qu'on ne peut que suivre cette voie. Donc du coup, tu as suivi le cursus technicien, praticien 1, praticien 2 humaniste. Ouais. T'as poussé jusqu'à mettre praticien ou pas? Je le ferai peut-être un jour.
ou peut-être pas. C'est ce que je me dis depuis quelques années aussi. J'avais besoin d'être dans le concret, en fait, pour aller jusque-là, dans tous les cas. Je me voyais pas en bébé hypno faire un maître Pratt. Ça n'allait pas pour moi. Ouais, je crois qu'il demande qu'on ait quand même un petit peu d'expérience, mais pas trop non plus, parce que du coup, vu qu'au fur et à mesure, on se sent à l'aise et qu'on bidouille un peu nos propres techniques, c'est un peu dur après de revenir en maître praticien, de re-rentrer dans le moule, quoi. Donc c'est rigolo parce qu'on s'est rencontrés virtuellement, parce que tu faisais une recherche sur une pathologie particulière, et on s'est rendu compte qu'on avait des points communs dans nos séances, et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. On parlait de synchronicité dans nos séances, de choses un petit peu particulières, où on se pose des questions, et puis du coup, chacune de notre côté, on a un peu farfouillé dans les bouquins d'Olivier Locker, pour voir s'il pouvait y avoir une explication à toutes ces synchronicités. Et donc du coup, j'ai envie de te demander tout de suite, là, maintenant, celle qui te vient à l'idée en premier de synchronicité. Alors, il y en a deux. Il y a celle que j'ai rencontrée il y a déjà quelques mois, mais qui m'a marquée. C'était sur une semaine, je crois. Plusieurs personnes à qui j'ai fait travailler le critique ont vu le même critique. Ah ouais, trop bien. Et puis pas n'importe qui, parce que c'était Gargamel. Et donc, pendant cette semaine-là, j'avoue que quand je demandais à quoi il ressemble, j'étais en suspense. Il ressemble à Gargamel. Ah, encore un. Ils le décrivaient tous de la même façon. Gargamel avec sa robe noire, Oui, à capuche, en train de faire gna 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 gna. c'est ça. C'était lui, c'était bien lui. Et puis le deuxième qui me vient à l'esprit, c'est le dernier. 2 rendez-vous de l'après-midi. Et les 2 personnes finalement se sont rendues compte que ce qui les embêtait, c'était la même chose. Et c'est quelque chose qui n'est pas hyper commun en hypnose, enfin voilà, quand on travaille des choses un peu psychologiques. C'était une pièce encombrée chez elles. Donc symboliquement, on comprend aussi ce que c'est. Tu veux dire que c'est ça leur problématique? C'était pas vraiment ça la problématique, mais c'est ce qui est sorti en fait dans. Alors pour une personne, c'était un peu un problème de départ, en tout cas, elle l'avait pas perçu. Mais finalement, moi, pendant mon anamnèse, en déroulant le fil de ce que ça représente et de ce que ça empêche de faire, c'était finalement le nœud central de ce problème-là, mais symboliquement, c'est-à-dire le fait d'encombrer une pièce, ça empêche de voir, ça empêche de se concentrer sur ce qu'il faut, ça encombre visuellement. Voilà, on est sous cette montagne de choses, de livres, de piles. On se perd en fait. En plus, dans une petite pièce, on ne sait pas par où commencer. C'est des mots qu'on pourrait entendre pour plein d'autres problématiques finalement. Complètement, oui. Et puis la deuxième personne, non, c'était pas du tout pour ça. Donc on a commencé à travailler des choses. Et puis à la fin, quand je lui demande de voir ce qui l'empêche de visualiser, donc en TSS, voilà, symboliquement, de visualiser ce qui. TSS, thérapie symbolique simple. Tout à fait. Et bien là, elle me dit, je sais, je vois, je la vois. Alors j'ai dit, vous voyez quoi? Mais cette pièce chez moi qui est encombrée. Et alors là, effectivement, c'était une synchronicité quand même assez peu banale. Ouais, dans la même journée, donc du coup. L'un après l'autre. Tout à D'accord. fait. Donc elle a eu besoin de la voir vider pour voir ce que ça fait quand on se désencombre physiquement, symboliquement ou psychologiquement. Et ça lui a paru plutôt chouette, comme on peut l'imaginer. Ah ouais, super. J'ai déjà eu moi aussi des choses comme ça. Du coup, moi j'appelle ça des journées thématiques. Il y a des journées rupture où les uns après les autres, on se demande s'ils ne sont pas appelés pour se dire aujourd'hui on va venir voir Pascaline pour... Donc là on se dit peut-être qu'il faudrait que je fasse des ateliers en fait. Je sais pas. Une fois aussi j'ai eu thématique avion. C'était un peu perturbant ça aussi parce que le premier je crois que c'était un pilote de ligne. Donc il avait son problème lambda, mais en tout cas sa profession c'était ça, il était pilote de ligne. Puis après dans l'après-midi, j'ai reçu une dame qui avait une phobie de l'avion. À la fin de la journée, donc avec cette personne-là, je lui dis écoutez, là, aujourd'hui c'est la thématique avion. Je me demande ce qui va se passer ce soir. À mon avis, là il nous manque l'hôtesse de l'air. Et donc c'était rendez-vous de 18h, je descends chercher les gens toujours. Et là je vois une jeune femme magnifique, splendide, 1m80, la vingtaine, coiffée avec un chignon, la jupe sous le genou, des petits mocassins très classe. Et là je la vois, je me dis oh punaise, effectivement. Et donc en montant je lui dis vous êtes hôtesse de l'air? Et elle me dit non j'aurais bien voulu, mais elle me dit je fais juste des photos, je suis modèle. Quand même on se dit c'est dans la même journée, qu'est-ce qui a relié tout ça? C'est assez fou. Je voulais voir avec toi si tu avais aussi des synchronicités par rapport à ta vie personnelle.
Je me suis rendu compte que sur le côté, il y a une bibliothèque là, avec plein de bouquins. T'imagines les bouquins d'hypnose, de PNL. Il y a des bouquins thématiques sur l'alimentation, la sexothérapie, les phobies, la conscience, l'hypnose humaniste. Le soir ou le matin, des fois, avant de commencer, je lis un chapitre d'un bouquin en me disant ouais, ça fait longtemps que j'ai pas lu ce chapitre-là. Et d'ailleurs, c'était conseillé à l'IFHE. Je crois que c'était en spécialisation. On nous a dit mais arrêtez de lire les bouquins en entier en fait. Allez chercher l'information qui vous est utile. Ben là, ce jour-là, je me suis dit, mais ouais, ils ont raison, en fait. On prend un bouquin, on le lit du début à la fin, et alors qu'en fait, il y a le truc précis, en fait, dont on a besoin. Et donc, à partir de là, je me suis rendu compte qu'en lisant un chapitre, le lendemain, le patient me parlait de ça, en fait. C'était sa problématique, le chapitre que je venais de lire. Voilà, c'est assez intéressant, parce que du coup, ça fonctionne avec les films aussi. Si je regarde un film le soir, c'est comme si je le choisissais pas au hasard, en fait. Le lendemain, on en parle. C'est assez flippant. Oui, du coup, je fais beaucoup d'hypnose transgénérationnelle. On m'a mis le pied à l'étrier aussi parce que je suis arrivée avec un arbre en consultation complètement hallucinant. Et donc, Olivier Chevalier, à l'époque, m'a dit « Non, mais en fait, va faire de l'hypnose transgénérationnelle. Ça va te permettre de comprendre un peu ce qui se passe dans ton arbre, de pouvoir le traiter en auto-hypnose et puis d'aider les patients. Donc j'y suis allée. Et en fait, je fais des recherches. Je fais pas mal de recherches parce qu'il y a des secrets de famille, il y a des choses un petit peu mystérieuses. Et à chaque fois que je me concentre sur une branche ou que je délaisse la branche, il y a une synchronicité. C'est-à-dire que j'ai perdu ma marraine l'année dernière en septembre 2020. Puis j'ai fermé le cabinet. Et quand je suis revenue à Bordeaux reprendre des consultations, la première patiente que j'ai eue, c'était le sosie de ma marraine, avec la même forme de mâchoire et aussi la même problématique. Du coup, je me suis dit, ok, je garde mon calme, Et j'ai eu ce souci-là aussi. Enfin, ce souci, non, c'est pas un souci. C'est un souci parce qu'en fait, c'est inexpliqué. Un arrière-grand-oncle, en fait, qui s'est suicidé par amour. Et en fait, j'ai reçu, le lendemain, un patient qui était plutôt jeune et qui avait des grosses cernes. Et je lui dis, mais qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et il me dit, j'aimerais que vous m'aidiez à rester en vie. Et donc je lui dis ok, parce que du coup j'étais à fond dans cette problématique de suicide, comment aider les gens qui sont dans cette difficulté-là. Vous avez quel âge? Donc il avait le même âge que mon arrière-grand-oncle quand il est parti, quand il s'est suicidé. Donc j'étais là, ok. Et vous savez ce qui fait que ça vous êtes pas bien? Il me dit ouais, c'est une peine de cœur. Donc on fait ok, je vais gérer. Et on se demande qui on gère vraiment. Est-ce que voilà. Donc du coup des synchronicités bouleversantes, mais je pense que c'est parce que j'y accorde une ouverture. Est-ce que toi t'as trouvé un petit semblant d'explication ou... C'est vrai qu'en cherchant, ça a aussi réveillé des choses qui nous ont été dites par Olivier en formation. Mais il nous dit tellement de choses, on les grave, et puis un jour elles reviennent. Quand il parlait, tu te souviens certainement, de ces choses qui peuvent arriver, par exemple quand il y a des découvertes scientifiques, qu'elles vont se faire en même temps dans le monde par 10 personnes qui habitent pas du tout au même endroit, ce genre de synchronicité-là. Il pense en fait que c'est lié à comme une connexion de chacun à ce qu'on appelle les égrégores, donc les informations qui sont disponibles. Et bien effectivement, s'il y a une connexion au même endroit, au même moment, peut-être que la même info va arriver. Ça pourrait être une des explications de ces synchronicités-là. Il aime bien aussi, il dit souvent que les idées similaires se réunissent. Donc, est-ce qu'aussi, peut-être que c'est un moyen pour nous d'être vraiment dans la thématique, d'être à fond, d'être encore meilleur peut-être? Mais complètement, moi je me suis dit c'est peut-être un moyen d'être au plus proche des gens, de pouvoir au mieux les aider. Et puis peut-être même, là ça m'y fait penser en te parlant, peut-être même que les problématiques de l'un et ce qu'on a évoqué avec quelqu'un, ça va aider la personne d'après. Est-ce qu'on va pas penser du coup à d'autres choses? Est-ce qu'on va pas faire d'autres liens? Moi, j'ai aussi là, la même journée, 2 problématiques voiture. Depuis que j'ai commencé, j'en ai jamais eu. Et les 2, c'est la même journée. Est-ce que finalement, il n'y a pas quelque chose qui va m'aider de l'un pour l'autre? J'ai pensé à ça aussi parce que justement, tu parlais, ça m'y a fait penser quand tu parlais de la problématique suicide. J'en ai discuté mardi matin avec des confrères. On a des petits groupes de partage qui m'ont parlé des conseils que peuvent donner Olivier, Patricia, donc nos formateurs, et puis leur fils aussi, Alexandre. Des conseils sur comment gérer cette problématique-là, comment faire. Et puis le lendemain, j'ai reçu pour la 3e fois donc quelqu'un qui est dans ce souci-là. Là, c'était mercredi, mais mercredi, elle était vraiment, vraiment pas bien. Et en fait, tous les conseils qu'ils m'ont donnés mardi, j'ai pu les appliquer mercredi. Grâce à ça,
grâce à la séance, mais en tout cas, c'est mon ressenti à moi. Elle a réussi à se faire hospitaliser alors que quand elle est arrivée chez moi, elle ne voulait pas. Ça lui faisait peur et j'avoue que quand elle est partie, j'étais pas très rassurée de la savoir sans rien. Donc on avait convenu d'un rendez-vous téléphonique. Et puis j'ai eu des nouvelles et j'ai su que le soir même, elle avait pris cette décision-là. Et je me suis dit, voilà, au moins ça a servi. Et c'est pour ça que je me dis peut-être que ça nous aide aussi à avancer, à régler des choses, à voir les choses un peu différemment, sous un autre angle, auquel on n'aurait peut-être pas pensé. Ah ouais, mais je suis tout à fait d'accord. Ouais. Oui, parce que dans tous les cas, ça fait avancer la problématique de l'un et la problématique de l'autre. Parfois, je me dis, mais je sais pas qui de nous deux, entre le patient et moi, a le plus avancé, en fait. Mais je pense qu'on avance ensemble. Et c'est ça qui est assez fou. Mais dans ce que tu racontes sur, justement, le fait que tu aies reçu des informations par Olivier, Alexandre et Patricia, qu'ensuite, je sais même pas si tu as appliqué, mais peut-être que cette information, elle est descendue à travers toi pour cette personne-là. Comme si, on dit bien que l'inconscient, dans l'inconscient, le temps n'existe pas. Un peu comme si c'était un transfert direct d'informations et que tu es peut-être j'allais dire le médium. Ouais, un transmetteur. Et d'ailleurs, ça me fait penser à la problématique pour laquelle tu m'as contacté, tu faisais des recherches. On en a discuté longuement, parce que du coup, je me suis remis moi aussi dans les patients que j'avais reçus avec cette même problématique-là. Et puis on s'est laissé, et le soir même, en fait, je suis tombée sur un podcast qui s'appelle Symptômes, je crois que c'est un podcast RTL, et ça parlait exactement de cette pathologie-là, en fait. Avec une ouverture sur autre chose, sur une autre possibilité auquel on n'avait pas spécialement pensé. Enfin, si on en avait un petit peu parlé ok, quand on parle d'un symptôme physique, s'assurer que les personnes ont déjà ont fait un check-up complet. Donc là, symptômes, ça parle vraiment de somatique pur et dur. Hein. On parle très peu de psychisme dedans, même s'il y a des épisodes qui en parlent, mais c'est quand même très somatique. Et j'ai trouvé ça aussi assez... alors maintenant, je commence à le trouver naturel, mais tu vois, on en parle, moi je tombe sur ça, du coup, je suis obligée de te le renvoyer. Et cette information, elle circule et elle arrivera... au bon endroit. Peut-être sur le patient en question et peut-être sur encore quelqu'un d'autre. Et ça, c'est un peu comme ça que moi je vois l'information. C'est vrai que quand j'ai accès à des informations qui me paraissent très très utiles, j'ai envie de les propager. Je me dis effectivement, il y a un jour où ça va atteindre quelqu'un et où ça va changer quelque chose et ça va l'aider. On est peut-être juste un transmetteur. Peut-être ça, en fait, le nom de notre vrai métier. J'ai trouvé aussi des trucs dans le bouquin Hypnose humaniste, le jaune, Hypnose humaniste d'Olivier Locker. Du coup, j'ai l'impression que ce transfert d'informations, il se fait au niveau de la conscience. On nous parle beaucoup en hypnose humaniste de la philosophie de l'hypnose humaniste. On nous explique bien ce qu'est l'inconscient, la conscience et le conscient, le petit conscient, et puis à l'intérieur, la matrice, les égrégores et tout ça. Et on nous dit, oui, mais c'est la philosophie de l'hypnose humaniste, ça n'intéresse pas les patients. Parfois, si, ouais. Je vois que tu dis oui, ouais, parfois si, mais parfois c'est tellement loin de la problématique des personnes que, voilà, c'est pas le but de les noyer, le but c'est qu'ils avancent en conscience. C'est ça, donc ça dépend qui. Il y a des gens que ça va aider, parce qu'il y a des gens qui ne s'autorisent pas à avoir ce type de pensée, mais on le sent assez vite si on peut la développer ou juste l'appliquer. Mais du coup, oui, moi ça me parle de conscience majuscule, où il parle qu'elle elle est non localisée. Alors elle est distincte du conscient, bien sûr. Conscience, c'est ce qu'on ressent dans le corps avec nos 5 sens. La conscience est information, donc ça m'intéresse là, du coup. Au sens mathématique et physique, en cela, elle englobe toute chose matérielle et immatérielle, elle est non locale, entre parenthèses, hors espace-temps. Ça expliquerait peut-être que cette information, comme elle est non locale, en fait, tout le monde y aurait accès, et hors temps, tout le monde y a accès n'importe quand. Que tu sois à Lille et moi à Bordeaux, ça change pas grand-chose finalement. On utilise ce même réseau. Et d'ailleurs, Olivier fait souvent le parallèle avec Internet, en fait, comme un réseau sur lequel on peut tous se brancher, comme la conscience. Et ça permet du coup d'avoir accès à des informations. Pour faire le parallèle avec les égrégores, il dit que voilà, si on s'intéresse plus à un certain domaine, comme sur Internet, quand sur le moteur de recherche,
on ne recherche plus Johnny Hallyday, et ben l'égrégore Johnny Hallyday n'existe plus. Mais comme il y a encore de nombreux fans, on entretient l'égrégore Johnny Hallyday. Et alors je ne suis pas fan de Johnny Hallyday, je préfère le dire tout de suite. Mais en tout cas, on entretient cet égrégore-là. Et donc, du coup, l'information est disponible, hors temps et hors espace. D'ailleurs, il y a beaucoup de fans en Chine, il paraît, de Johnny Hallyday, ouais. Et de Mireille Mathieu. Oui. Ouais. C'est peut-être même plus qu'en France d'ailleurs. La conscience est notre mémoire et existe autant en nous que hors de nous, comme l'attestent de nombreuses recherches. Depuis 1975, avec Pribam, Bohm en 1980, Groff en 84, Sheldrake en 88, Dutheil en 90 et Morse en 2000. Le corps, entre parenthèses le cerveau, est un moyen de stocker et gérer cette information que nous utilisons, mais qui nous dépasse. Donc, notion que la conscience, elle est à l'extérieur de nous aussi. La conscience est collective autant qu'individuelle. Elle est nous et notre source en même temps. Nous sommes ces expressions. Si elle était un soleil, nous serions l'extrémité de ses rayons. C'est très joli. La conscience nous transcende, à la fois nous reliant tous et irradiant de chacun de nous. Donc c'est comme un maillage en fait. Et ça, c'est une des informations que je trouve utile quand il y a des personnes qui viennent pour des deuils ou qui viennent pas forcément pour ça, qui se rendent compte qu'il y a des deuils qui sont compliqués. Elles osent pas trop en fait dire que c'est difficile autour d'elles parce que des fois ça fait très longtemps. Donc j'essaye de l'apaiser en utilisant ces informations-là. Et ça fait souvent du bien. Parce que ce qui ressort souvent, c'est... Alors, je pense, parce que c'est pas ce qu'ils me disent, mais « Ah, je suis pas fou ». Tu sais, cette sensation de toujours présent. Ah oui, l'information, elle est toujours là, elle est partout, il n'y a pas de temps. Donc, à partir du moment où il y a des choses qui restent, et forcément, si un deuil est douloureux, il y a des choses qui restent, c'est qu'il y a l'amour, les valeurs, tout ce qui a été transmis. Et de savoir ça, que ce maillage, il est toujours là, l'information, elle est toujours là. C'est hyper rassurant, c'est apaisant. En tout cas, c'est ce que je ressens chez les gens à qui j'en parle et qui sont ouverts à ce type d'information. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, mais complètement. Et alors, je suis en train de me dire que souvent, on dit aux gens que les deuils vont passer avec le temps. Et puis nous, on dit, bah ouais, mais en fait, le temps, il n'existe pas, c'est une invention. Mais du coup, je suis en train de comprendre que c'est pas le temps qui apaise les blessures, c'est notre perception. Ce qu'on a décidé de faire de notre chagrin, en fait, plus que le temps. Ouais, effectivement, on parle du temps parce que comme il y a les étapes par lesquelles on passe, effectivement, des étapes, ça implique un voyage, ça implique du temps. Mais elles pourraient très bien se faire très très vite. Bon, effectivement, l'humain, il n'est pas trop fait comme ça. Mais oui, il n'y a pas vraiment de temps. Ça peut être très très long, comme très très court, comme... C'est ça. C'est ça, il y a des gens qui sont en deuil depuis 30 ans, comme si, et ils vivent le traumatisme, ou même les traumatismes, les attentats, des agressions, les gens les vivent comme si c'était hier, et sans qu'il y ait aucune notion de temps, en fait. Merci beaucoup, merci. Ça m'a permis de faire remonter ça, parce que j'ai parfois du mal avec cette notion-là, de l'existence du temps, et comment l'expliquer aux gens, en fait, que le temps n'existe pas, que c'est une invention, parce que les gens disent, mais ce qui est passé, puis le futur est devant... Ouais, mais en fait, si le temps n'existe pas, c'est vrai qu'on est un peu partout à la fois. Les gens, quand ils parlent de leurs soucis, ils sont tout le temps dans le passé, en fait. Ou ils sont trop dans le futur aussi. Je serai bien quand j'aurai ceci, quand j'aurai cela. Et ils sont tellement dans le futur que du coup, ils oublient de planter les graines dans le présent. Qu'est-ce que j'avais d'autre d'intéressant ? La conscience est toujours présente. Elle détermine chaque moment de notre vie, nous poussant à grandir, nous améliorer, changer et évoluer. C'est notre meilleur nous possible. Alors, le langage de la conscience est subtil, formé de sensations et d'intuitions, de coïncidences, qui prennent sens pour nous. Entre parenthèses, synchronicité, signe du monde. De beauté, entre parenthèses, paysage, art, etc. Et aussi de rythme et de poésie, entre parenthèses, rime, évocation. Le langage de la conscience est sensible, holistique, multiforme et multidimensionnel, comme celui des dauphins, touchant à la fois tous les niveaux de l'être. Il génère émotion, certitude, émerveillement, bien-être et élévation de pensée. Quelque chose qui sert, je trouve, beaucoup dans notre métier. Pareil, là, je suis encore dans la thématique deuil, mais j'ai eu plusieurs personnes qui justement pensaient qu'ils étaient un peu fous avec ces signes-là et qui n'osaient pas trop en parler. Donc souvent, je mets le pied à l'étrier et c'est toujours... les personnes le savent. Quand on est sûr d'un truc, quand on le sent, quand on a l'intuition et quand on écoute son intuition, ce qui n'est pas toujours facile, ben c'est génial, quoi, de ressentir ces synchronicités-là, ces signes-là et de se dire, si on mettait... des religions derrière, ce serait « je suis pas tout seul, il y a un Dieu ». Et puis si on est en philosophie plus hypnose-humaniste, c'est dire juste la conscience est partout, elle est là et l'information circule. L'information circule et elle est là pour nous en plus. Et puis en fait, tu leur permets aussi aux gens
de lâcher prise et d'accepter que tout va bien, qu'ils sont pas fous. Oui. Ils n'osent pas en parler. Donc au moins, ils savent que la porte chez nous est ouverte à ce genre de pensée. Et c'est quand même agréable de pouvoir être entièrement soi. Alors des fois, les gens sont pas complètement au courant qu'on peut aller dans ce type de pensée, qu'on peut aller aussi loin. Et du coup, ça donne un peu des situations parfois cocasses où j'explique l'hypnose humaniste avec ces histoires de connexion à la conscience, de récupérer des informations sous forme de symboles. Et là, les gens ils me regardent, ils me font « Ah ouais, vous avez vraiment beaucoup d'imagination !» Je dis « Ouais, je sais que je suis folle, mais j'accepte en fait. » Et en fait, les gens me disent « Non, non, vous n'êtes pas folle. » Je leur dis, il faut vivre l'expérience pour pouvoir être convaincu, parce que moi, avant de vivre ces expériences-là, que ce soit de l'hypnose, de la méditation ou des synchronicités, j'y croyais absolument pas, en fait. J'étais là, ouais, c'est bien. Mais non, quoi. Et bon, du coup, ce que tu dis, en fait, la façon dont tu accueilles les gens, ça permet de les rassurer. Et de pouvoir dire, non, mais en fait, c'est du matériau et c'est cool si on s'en sert, quoi. La partie objets informationnels, ça te parle ? Dans le chapitre sur les objets informationnels, page 64, Olivier Locker dit « L'intuition populaire a forgé ces expressions que les philosophes et scientifiques confirment avec les notions d'information et de champ. Les expressions, c'était ça m'est venu comme ça, tout d'un coup, je viens d'avoir une idée. » Donc, il dit effectivement, l'information s'agglomère par ressemblance, comme par affinité. Ah, c'est ce que tu me disais tout à l'heure, en fait. Ce qui ressemble s'attire. Il suffit d'observer l'Internet pour s'en rendre compte. Leibniz expliquait avec les mots de son temps que la cohérence de chaque chose de notre monde nécessite autant de champs uniques et non liés au temps qui enveloppe tout ce qui est, et qu'on ne pourrait localiser dans la matérialité de ce monde. Il précise aussi qu'il y a des monades à tous les degrés de clarté et d'obscurité. Il y a une continuité de toutes les existences. La matière se trouve réduite à l'état de phénomène. Le monde n'existe qu'en tant que représentation. En d'autres mots, il existe des champs d'information non locales qui engendrent notre réalité perçue, matérielle autant que psychologique. D'après Leibniz, il existe autant de champs qu'il existe de choses créées, des plus belles aux plus sombres. En manipulant ces champs d'information, on peut modifier à sa guise l'expression concrète des dits champs. Donc je crois qu'on a bien cerné le truc. Hein. Ouais, c'est ça en fait. Je pense une connexion. Alors des fois, je me demande si c'est les gens ou si c'est nous ou si c'est juste peut-être les deux qui nous connectons à ces infos. Mais je pense que c'est nous tous. On est là en tant que thérapeute, je pense, pour se connecter aux gens. Et les gens viennent en consultation pour se connecter à nous, pour aller chercher une information et que ça bouge entre nous. Et du coup, on fait le lien avec tout ça, parce qu'on a aussi l'esprit ouvert, grâce à la formation, je pense aussi, parce que c'est un gros paquet, la formation hypnose humaniste, en termes de beaucoup de théorie et beaucoup de philosophie. Et j'ai l'impression que, voilà, on est dans un grand champ d'information, et que comme on est ouvert, on peut saisir ce qui vient et le donner au suivant. C'est ça, et c'est plus facile certainement pour nous de la capter, ou en tout cas que ça passe par nous, fameux transmetteur. Je crois qu'on a bien fait le tour. En tout cas, c'est à vivre, c'est en même temps déroutant et en même temps, je trouve, un peu rassurant. Moi, je trouve que à vivre, comme si ça donnait plus de sens, comme si tout devenait plus réel. Ah bah oui, il y a plein de gens qui sont en train de vivre ça. C'est maintenant, c'est en ce moment. Bah, c'est une réalité. Oh, c'est ça mon boulot dans ce moment. Tu vois, Oui. comme si c'était un sens en plus. Et puis finalement, quand on est confronté à une même problématique comme toi, pendant une journée, ou c'est un rendez-vous, c'est quelque chose, des rendez-vous dans une journée qui sont un peu similaires. Est-ce qu'on n'apprend pas mieux ? Parce que, comme tu dis, si on a un petit bout là, un petit bout là, un petit bout là, est-ce qu'on va se souvenir de tout ? Là, au moins, bim, on a une grosse formation. Cet égrégore-là, on a ces informations-là qui sont à ce moment-là. Et peut-être que c'est aussi pour nous rendre meilleurs, plus compétents, quoi. C'est une façon, en tout cas moi, plutôt que de voir, parce qu'au début, c'est vrai que c'est un peu flippant. Et de me dire que c'est rassurant que ça devait être comme ça, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas du coup une fluidité qui se fait ? Ouais, en tout cas une résonance aussi. Bon bah super, s'il y a d'autres auditeurs qui nous écoutent et qui disent non mais elles ont rien compris, mais moi je sais, moi j'ai mon idée sur le truc, franchement contactez-nous, mais laissez un petit commentaire quelque part pour qu'on puisse échanger ensemble. Vous avez bien compris, plus on est de cerveau, plus on rit. Bah ouais, plus on rit et plus on est grand, plus on a d'informations et mieux c'est, parce qu'en fait on est tous sur un chemin de compréhension, enfin j'espère, et plus on comprend les choses, plus on avance. Donc si jamais ce sujet-là il vous parle, si vous êtes
hypno ou autre, et que vous avez aussi des synchronicités comme ça, et que vous avez la théorie qui va avec, on serait ravis. En tout cas, je serais ravie. Et si vous êtes un patient aussi, que vous n'êtes pas forcément thérapeute, ça m'intéresse aussi d'avoir vos retours sur vos synchronicités et sur ce qui se passe pour vous. Merci Claire, c'est très sympa. Et puis, au plaisir d'échanger à nouveau avec toi sur n'importe quel sujet. Merci à toi. Je te souhaite une belle journée, à bientôt. Toi aussi. Merci, ciao. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous pouvez contacter Claire directement sur son site clairehypnose.com. CLAYRE hypnose.com. Soutenez le podcast Inconsciente afin qu'il soit écouté par le maximum de personnes. Partagez-le si vous pensez qu'il peut faire du bien à quelqu'un. Et à me suivre sur Instagram, Pascaline Hypnose. Pour prendre rendez-vous, vous me retrouverez facilement sur Doctolib. Laissez un commentaire sur pascalinehypnose@gmail.com. Je serai ravie de vous lire et surtout de vous répondre. Vous pouvez également me soutenir en allant sur la plateforme Tipeee. Euro après euro, cela me permettra d'améliorer la qualité de ce podcast. Et si vous écoutez ce podcast sur Apple Podcast, foncez mettre 5 étoiles et aussi un avis, car c'est quasiment le seul moyen de sortir du lot, ou la tête de l'eau, comme vous préférez. Merci du fond du cœur à Émilie et à Elsa pour leurs premiers commentaires chaleureux. Maintenant, c'est à vous. Merci et à bientôt.